Ceci est une histoire vraie, l'aboutissement d'une aventure et d'une passion que je porte en moi depuis 25 ans. C'est une histoire d'épaves mystérieuses et de trésors fabuleux, perdus sur les lieux les plus reculés de la planète. C'est là, sur les îlots et les récifs de l'océan Indien, que se trouvent encore les vestiges des galions et des caracs, témoignages de la grandeur et de la folie des hommes qui jadis se lançaient sur l'infini des océans. C'est aussi l'histoire de quelques hommes secrets que sont les chasseurs de ces épaves et de ces trésors. Aventuriers des temps modernes, ils cherchent la fortune, mais aussi une vie libre, parfois en marge des lois. Je les ai traqués, je les ai trouvés, et j'ai obtenu leur confidence. Et c'est aussi l'histoire du combat d'un homme, d'un archéologue obsédé par la sauvegarde de ses richesses englouties. Michel Lourd est le patron de l'archéologie sous-marine en France, et je l'ai suivi à travers le monde dans sa lutte contre les pilleurs d'épaves. Avec lui, je veux vous faire vivre cette histoire. Nous allons vous faire découvrir le lieu où elle a commencé il y a 25 ans, ou plutôt, il y a 5 siècles déjà. Cet endroit fascinant, unique au monde, c'est Bassas da India. Perdu dans l'océan Indien, entre l'Afrique et Madagascar, ce récif terrifiant, redouté des navigateurs, a été depuis des siècles le théâtre de centaines de tragédies et de naufrages. C'est le sommet d'un ancien volcan, aujourd'hui englouti, large d'une dizaine de kilomètres, qui n'émerge qu'à peine de l'océan quand la mer est basse. Et quand les eaux le recouvrent à marée haute, il devient un danger invisible, véritable piège à bateau. L'atoll d'une beauté étrange est aussi entouré d'un secret, celui d'un trésor récupéré dans des conditions jamais élucidées. Précision capitale, ce récif du bout du monde est un territoire français, depuis qu'en 1897, le commandant du croiseur Le Faber en a pris possession à la demande et au nom du gouvernement de la République. Par conséquent, tous les vestiges, toutes les richesses qui s'y trouvent appartiennent selon le droit international à la France. C'est au début des années 80 que l'affaire commence. Michel Lourd, alors fraîchement arrivé au service de recherche sous-marine, apprend qu'un trésor de pièces d'argent et des canons d'une inestimable valeur historique, provenant de Bassas da India, ont été débarqués en Afrique du Sud et proposés à la vente aux musées et aux plus grandes salles de vente du monde. Il tente d'intervenir par voie diplomatique pour faire valoir les droits de la France sur ce patrimoine, sans résultat. Il décide alors, grâce aux fonds réunis par Éric Surcouf, descendant du fameux corsaire, d'organiser une mission archéologique d'envergure vers cet atoll loin de toute terre, inhospitalier et dangereux, pour mettre fin à son pillage. L'objectif de l'expédition, qui part en 1987, est de remonter la piste du mystérieux trésor et de sauver ce qui reste des vestiges des épaves et de leur cargaison. Notre premier objectif est la prospection du platier corallien, où se trouvent encore les débris d'épaves fracassés sur ce haut fond depuis des siècles par les vents et les vagues déchaînées. Marcher au ras de l'océan, au milieu de l'infini, est une sensation étrange, qu'aucun d'entre nous n'oubliera. On a l'impression d'être sur une planète inconnue, hors du temps. Mais très vite, l'expédition affronte des conditions difficiles et les dangers du récif. Bris et perte de matériel, coups de vent, attaque de requins. Au bout de 5 jours seulement, Éric Surcouf décide d'arrêter les recherches. Cette opération, sur le plan de sécurité, n'est absolument pas une opération sûre. C'est dommage, mais aucune épave au monde ne peut justifier le prix de la vie de quelqu'un. Je pense qu'on est passé, comme on dit chez nous, au ras du carton.
Et cela, plus la tempête qui a tout emporté de la logistique dont nous disposions, cela a interrompu en 87 l'opération. Donc c'est ça aussi qui justifiait d'y revenir. Mais on voit quand même qu'on aura mis 25 ans, 24 ans en réalité pour revenir à Bassas. Aujourd'hui, je reviens avec Michel Lourd dans l'océan Indien, en route vers Bassas da India. Avec son équipe d'archéologues, il m'a proposé de l'accompagner pour réaliser ensemble notre rêve. Le contexte de l'expédition est cette fois différent. Il ne s'agit pas seulement de retourner à Bassas, mais de prospecter auparavant l'ensemble des îles éparses, ces minuscules territoires français aux confins de Madagascar. Classées réserve naturelle, les 5 îles, Europa, Bassas da India, Juan de Nova, les Glorieuses et Tromelin sont parmi les derniers sanctuaires de la biodiversité des océans avant l'arrivée de l'homme. Le Marion Dufresne, navire océanographique qui nous sert de base, a jeté l'ancre dans les parages de Juan de Nova, une île aux allures de paradis. Avant de définir les objectifs de l'exploration en plongée, Michel Lourd survole l'immense lagon qui recèle, d'après les archives, de nombreuses épaves, dont beaucoup restent encore à découvrir. La carcasse imposante d'un vapeur britannique, le Tottenham, jeté sur le récif par une tempête en 1911, domine la barrière de corail. Pendant ce temps, l'équipe des archéologues du DRASM, le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines du ministère de la Culture, se prépare à la première plongée. Entre les rotations de l'hélico et les mises à l'eau des embarcations des scientifiques, le pont du Marion Dufresne prend des allures de porte-avions en pleine opération. Bien en même temps, bien meilleur. L'embarquement, lui aussi, ressemble à une action de commando. Le Marion Dufresne est prévu pour mettre à l'eau un sous-marin scientifique, mais pas forcément des plongeurs. À la différence de fouilles ou de missions de prospection de longue durée, l'escale dans chaque île ne dure que quelques jours. Il faut donc profiter de chaque heure et ne pas se tromper d'objectif. Le patron du DRASM a décidé d'explorer les fonds autour de l'épave d'un navire anglais perdu en 1937, mais dont les parages n'ont pas encore été documentés. Il faudra aussi vérifier une rumeur qui court dans les îles, celle de l'épave mystérieuse d'un sous-marin israélien coulé dans le lagon lors d'une mission secrète. Il faudra donc ouvrir l'œil. J'ai trouvé de tout sur les épaves, depuis des objets extrêmement frustres mais extraordinaires parce qu'ils étaient gravés du nom d'un matelot ou des choses comme ça, jusqu'à des lingots d'or. Je fais partie de ces quelques archéologues qui ont trouvé des lingots d'or sur les épaves. Jamais j'ai eu la tentation d'en prélever rien, voilà. Parce que je respecte les épaves, parce qu'elles sont l'expression des humains, elles sont leur vie. Elles nous sont confiées par la mer et les océans pour qu'on puisse raconter ceux qui ont disparu, comment ils vivaient, ce qu'ils aimaient, comment ils ont souffert, ce qu'ils chantaient, ce qu'ils mangeaient. J'ai vécu à travers l'épave, dans l'histoire des naufrages, dans les témoignages archéologiques, dans les carènes sous l'eau, jusqu'à une déformation, quoi. Les bateaux, je les vois sous l'eau bientôt. Parmi toutes ces épaves, il y en a une qui hante plus que toute autre les nuits et l'esprit de Michel Lourd depuis sa première mission à Bassas da India. C'est celle de la nao, la nef Santiago, une caraque portugaise perdue avec le fameux trésor sur le récif de Bassas le 19 août 1585 et dont l'un des survivants, le père Manuel Cardoso, a retracé l'histoire dans un récit
publié en 1602. Ce classique des tragédies maritimes raconte comment, en pleine nuit, 500 naufragés se retrouvèrent prisonniers du funeste écueil. Dieu voulut, selon les jugements justes et secrets que lui inspirent nos péchés, qu'au moment où nous étions tous plongés dans le sommeil, le navire qui filait toute voile dehors heurta de plein fouet le banc. Il fallait que Dieu eût aveuglé les matelots de vigie sur le beaupré et les soldats en poste sur les vergues pour qu'ils ne vissent pas l'écume de la mer qui s'écrasait sur le haut fond, et qu'en outre, il leur eût bouché les oreilles pour qu'ils n'entendissent pas, dans la tranquillité de la nuit, le rugissement des vagues qui se fracassaient avec furie sur les récifs. Ce naufrage restera à jamais le plus connu, mais il est loin d'être le seul dans le canal du Mozambique que le Marion Dufresne remonte en direction de Mayotte, une île et un département français dans l'archipel des Comores. Les Portugais avaient jalonné leur conquête de l'océan Indien de dizaines d'épaves dont il ne reste pratiquement plus rien. Le pillage a toujours sévi et il continue à sévir sur la route des Indes. C'est ici que sont entreposés des canons très anciens et très rares, saisis par la douane avec le concours du directeur du Drasme à une équipe de chasseurs de trésors français. Extraordinaire, hein, Et ouais, parce qu'en fait, ils ont été pillés sur une épave portugaise du début du XVIe siècle. Ouais. Mais il y a plusieurs années qu'on poursuivait le... Il va y avoir le procès, normalement. Ouais. Et on devrait les remettre au gouvernement malgache. L'archéologue et conservateur du ministère de la Culture veut s'assurer des bonnes conditions de stockage des canons, gardés ici comme pièces à conviction, dans l'attente du procès contre les pilleurs qui doit s'ouvrir prochainement à Mayotte. Ils sont super beaux, hein, en plus. Hein. Ils ont des blasons... D'accord. Alors certains ont ce qu'on appelle la sphère armilière du Portugal. Donc ça, c'est typique. On est sur un naufrage dans le tout début, probablement premier quart 16e siècle, dans les années 1520. Voilà, là, il y a une sphère armilière. On la devine quand on sait qu'elle existe. Ça fait comme une boule. Hein. Là, on ne les voit pas parce que celui-là, il est vraiment en train de cancériser. D'ailleurs, le métal est quasi poreux, là, hein, vraiment. Ouais. En fait, c'est le blason portugais, quoi. C'est des très belles pièces. J'ai réussi à retrouver l'homme accusé du pillage, François Clavel, avec qui j'avais partagé il y a des années quelques voyages et quelques aventures sur un vieux bateau qu'il possédait alors. Le vieux bourlingueur, reconverti dans la chasse au trésor, a accepté de me raconter son histoire. J'ai beaucoup travaillé en archives, et puis en fin de compte, personne ne m'a jamais rien acheté parce que les gens ils veulent bien prendre les renseignements, mais ils ne veulent jamais payer. Et c'était des projets sur Madagascar. Et en fin de compte, j'ai fini par cibler un projet qui me paraissait faisable, sans argent, sans autorisation, juste en constituant un groupe avec des gens comme ça qui, en passant une annonce et en louant un bateau pour aller faire une recherche. Alors on est parti comme une équipe de plongeurs et en fin de compte, en faisant une petite recherche, pas le masque tuba, comme des bons touristes, on a trouvé une épave extraordinaire. On est tombé sur ce qu'on a appelé le tas de canon. C'était la merveille des merveilles. C'est extraordinaire de tomber comme ça sur un tas de canons. C'est une des plus grosses épaves peut-être à ma connaissance qui était trouvée de canons en bronze. Et c'est aussi une grande émotion d'avoir trouvé cette épave parce que, eh bien, des épaves, on n'en trouve pas tous les jours, loin de là. Eh oui. Et puis, bon, les gens ont dit, bah, tiens, on a trouvé des petits canons, on peut les remonter parce qu'ils ne sont pas lourds, et on va les ramener avec nous.
À Mayotte, on a été voir le receveur des douanes, on a fait notre entrée, on a fait notre déclaration, et donc on les a débarqués à Mayotte en toute connaissance de cause. On a même payé le prix du transport sur la France. Donc il n'y avait pas on n'était pas là pour cacher quoi que ce soit. Hein. Et on est parti. Et c'est là que pour François Clavel et ses compagnons, tout s'est compliqué. Le patron du Drasme, alerté par la douane, a trouvé et la cargaison et l'équipage suspects et a fait saisir les canons et déclencher une enquête. Michel Lourd est d'autant plus intéressé par ces canons qu'ils sont exactement du même type et de la même époque que ceux de la Santiago. Il contacte alors le plus grand spécialiste portugais de l'archéologie navale, Francisco Alves, qui lui propose de venir faire ses recherches à Lisbonne. C'est de là que dès le XVe siècle, les caraques et les galions portugais partaient pour braver les dangers des océans inconnus. Le spécialiste portugais le conduit au sanctuaire de l'archéologie sous-marine de son pays. Ah oui. Ah. Eh ben c'est à peu près 40 ans du patrimoine subaquatique. Ce patrimoine historique inestimable provient de nombreuses fouilles aux quatre coins de la planète. Mais ce qui intéresse l'archéologue français, ce sont les canons trouvés par son collègue portugais sur les côtes de l'Afrique, identiques aux canons qu'il avait fait saisir. Ça, c'est typiquement les canons qui sont aujourd'hui à Mayotte. Et donc, on ramène toute la collection en France pour faire le traitement de restauration, de conservation, pour traiter les canons justement par électrolyse à Nantes. Et un des Français que je connais à Madagascar, qui a suffisamment d'argent, a dit « Moi, je veux bien mécéner la restauration de la collection ». Alors, comment c'est arrivé en réalité, cette histoire? C'est qu'en 2004, j'ai été appelé par les douanes françaises. Ils m'ont signalé avoir enregistré une déclaration de ce qu'ils appelaient des tubes métalliques, de peu de valeur, etc. Et moi, je leur ai demandé, grosso modo, les noms des déclarants. Et comme c'était des types qui avaient déjà été arrêtés dans des histoires de pillage d'épaves, bon, j'ai dit, on arrête tout, on va bloquer. Et en fait, c'était ces canons portugais. Au vu des images saisies à l'équipe des pilleurs, les deux archéologues concluent que cette épave est un témoignage unique de la conquête de l'océan Indien au début du XVIe siècle. Pour le directeur du Drasme, ce site vierge est donc fondamental pour documenter et pour comprendre cette page de l'histoire maritime. Alors, pour en savoir tous les détails, il demande à la douane judiciaire une enquête approfondie. Les douaniers ont des bons arguments pour vous faire parler. Hein, et ils ne se parlent pas de torture, mais bon, ils savent comment faire. Donc, on a eu des gardes à vue, qu'on a eu des perquisitions, enfin, j'en passe. C'est association de malfaiteurs, vol en bande organisée, enfin, des trucs qui sont du délire total. Et j'espère qu'ils seront condamnés à ce titre parce que, je dirais presque, il faut à un moment que la peur change de camp. Le juge décidera de ce qu'il faut faire. Nous, notre rôle, c'est d'amener les gens devant les tribunaux. Alors que Michel Lourd affirme une nouvelle fois la nécessité de la lutte contre les pilleurs d'épaves, le Marion Dufresne doit se préparer à un tout autre combat. Sorti de la protection des eaux territoriales françaises, le commandant ne peut compter sur aucune aide extérieure en cas d'attaque des pirates venus des côtes de la Somalie. En dehors de quelques dizaines de légionnaires et de gendarmes basés sur certaines des îles éparses, la France ne possède pas de force navale permanente dans cette région. Des instruments qui n'ont rien de scientifique font leur apparition sur le pont avec des hommes aux cheveux ras dont il est interdit de montrer le visage. Sur les navires de certains pays, c'est l'équipage qui est entraîné au combat. Sur d'autres, des équipes de protection privée convoient les bateaux. La France a choisi de défendre ses bâtiments par les commandos de ses forces armées. Le Marion Dufresne pointe sa proue vers le nord de Madagascar pour mettre le cap sur l'île de Tromelin, située de l'autre côté de la Grande Terre. À l'approche des côtes malgaches,
Michel contacte par mail un de ses correspondants sur place, un archéologue amateur qui a repéré récemment une épave en tout point semblable à celle découverte par François Clavel. Le destinataire du message, Jean-Christophe Père, est un homme d'affaires passionné de plongée et d'histoire maritime. Il se trouve dans les parages, mais plus au sud, avec son groupe de recherche sous-marine. En fait, on est une petite équipe de bénévoles. Et nous travaillons main dans la main avec l'administration malgache aujourd'hui. Et nous avons été autorisés depuis 2004 à faire des travaux d'inventaire, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on a dans l'eau à Madagascar. Et il est bien évident qu'on s'est orienté en premier vers le grand sud de Madagascar et notamment vers les écueils et les endroits qui nous paraissaient être les plus gros pièges à la navigation. Et le récif de l'Étoile en fait partie. C'est comme ça que nous avons découvert une épave portugaise et le site était absolument extraordinaire parce que tout était en place. Nous avons nettoyé un des plus gros canons sous l'eau et nous avons pu identifier déjà que c'était un bateau portugais, de par la sphère armillaire et puis de par les armoiries de Manuel Ier. Jean-Christophe Père envoie les photos de l'épave à Michel, qui les superpose avec celles saisies par la douane et constate qu'il s'agit des mêmes canons et de la même épave. Les descriptions des plongeurs confirment aussi que cette épave est de la même période que celle de la Santiago, que l'archéologue espère bientôt trouver à Bassas. Nous avons trouvé quelques monnaies d'argent, mais dans un état de très très forte corrosion. Et à partir de ce moment-là, nous avons pu avoir une idée de la date du naufrage du bateau par rapport à des dates qui étaient frappées sur ces monnaies. Et nous avons déterminé que nous avions affaire au Sao Ildefonso qui a coulé en 1527. Nous avons travaillé donc de 2006 jusqu'en 2010 avec le plus de confidentialité possible et en parfait accord avec les autorités malgaches. Mais malheureusement, il y a eu des fuites. Alors, je ne dis pas que les fuites viennent forcément de notre équipe, mais on est à Madagascar. Il est bien évident que nos passages successifs ont éveillé certaines curiosités. Et c'est bien sûr l'appât du gain qui suscitait cette curiosité autour du banc de l'Étoile. Les chasseurs de trésors n'ont pas disparu du canal du Mozambique. C'est ainsi qu'une équipe américaine serait venue ramasser tous les lingots et les demi-sphères en cuivre pour les rapporter en Afrique du Sud où ils auraient été vendus au poids du métal. Et ce n'est pas tout. Et donc tous les pêcheurs des villages de Fanambous, des villages d'Androuk se sont dit si les étrangers viennent récupérer ces objets, il n'y a pas de raison que nous on n'en profite pas. Et je suis alerté par certains de mes contacts de Tuléar qui disent écoute, il y a des lingots de cuivre qui circulent sous le manteau et des canons qui sont proposés à la vente dans les rues de Tuléar. Jean-Christophe tente de racheter ceux qui restent pour les sauver des mains des ferrailleurs. Moi je te dis au niveau prix, moi ce que je te propose c'est 30. Okay. Les sous ? Oui. Alors combien tu proposes ? Moi je me propose. Il y a quelqu'un qui les a proposés à moi, ça fait 70 millions. Ouais, mais enfin c'est illégal, hein. Et ça, moi je m'en fous, je vais gagner tes poignons. Ah oui, d'accord. Mais... Légal ou pas, moi je m'en fous, je vais gagner des poignons, c'est tout. Ah, ouais, je comprends, mais... La vente est conclue. Mais ce canon était le dernier remonté de cette épave unique. Aujourd'hui, le site est vide, dévasté. Une page d'histoire perdue à jamais. Pendant ce temps, et après une escale à l'île Europa, le navire met enfin le cap sur Bassas da India, où Michel Lourd espère trouver la réponse à l'énigme de la Santiago. Il a cherché dans toutes les sources et est remonté jusqu'aux origines de l'histoire du mystérieux récif. En fait, ce sont les Portugais qui découvrent Bassas. Bassas apparaît d'abord sous le nom de Bassas da Iudia, le banc de la Juive. Bassas da India, c'est peut-être une corruption de Iudia, le J devenant un I,
Et le U devenant un N, et très logiquement, va devenir les bases de l'Inde, Bassas da India, parce qu'elles sont sur la route des Indes. Donc des témoignages écrits de l'époque ou des témoignages cartographiques ne reprenaient que un mythe qui continuait à circuler autour de cet écueil qui venait dévorer tout bateau. On avait presque là un hydre qui venait aspirer tout navire qui pouvait circuler dans ce secteur-là. Cet écueil, ce cimetière de navires que pouvait représenter le banc de la Juive Bassas da India. On comprend qu'un grand nombre de navires qui empruntaient alors la route des Indes n'aient pu éviter le terrible écueil, avec ses cartes et les instruments de navigation de l'époque. Et on se dit qu'avec les satellites et les moyens de navigation modernes, les marins d'aujourd'hui doivent disposer de cartes ultra précises. Erreur. Pour approcher Bassas, je n'ai qu'une toute petite carte. En plus de ça, je n'ai pas moyen de savoir quand ont été faits les relevés. Je suppose que c'est très ancien, puisque le cartouche d'à côté, ça a été fait en 1977. Et en fait, ce que disent les instructeurs nautiques, c'est qu'il faut en éviter les parages. Voilà. Là, on est environ 2000 et demi, on voit absolument rien, même pas en visuel, donc rien sur le radar, rien en visuel. Le sonar non plus n'indique rien sur les fonds de 2000 mètres, où plongent à pic les parois du volcan, droit devant. Enfin, dans la lueur du petit matin, l'écume blanche des brisants apparaît à l'horizon. C'est un lieu hors du temps, où les couleurs de la mer et du ciel se mélangent, se confondent selon la hauteur et l'éclat du soleil. J'ai souvent dit que j'avais laissé des fantômes à Bassas. Il y a quelque chose comme ça qui tient d'une espèce de mythe qu'on crée dans sa propre vie. On ne revient pas, je crois, indemne de Bassas. Ceux qui ont eu l'opportunité, en tout cas en 87, d'y aller, je pense s'en souviendront toute leur vie. Avant de se lancer à travers le lagon pour chercher l'épave de la Santiago au sud, nous mettons à l'eau le Zodiac pour un premier repérage. Guidés par l'équipage à la passerelle, Sébastien le pilote et Denis son équipier doivent trouver et explorer la seule passe indiquée sur la carte. À l'approche des premiers débris d'épave qui jonchent le récif, l'émotion, la tension monte. Au fur et à mesure que le pneumatique aborde les hauts fonds, les vagues se font de plus en plus menaçantes. Les hommes ont du mal à tenir le cap. À la passerelle du Marion, c'est l'inquiétude. Non, mais il a trop avancé là. Mais non, reviens vers le bateau, reviens vers le bateau. Reviens vers le bateau et sors de là, sors de là. Pollux disparaît derrière les brisants, puis ne répond plus. Ok, bien reçu, d'accord. Le commandant décide immédiatement d'envoyer un Zodiac de secours. Qu'a-t-il bien pu se passer? Bassas serait-il toujours cet endroit maudit? Les carcasses rouillées des épaves modernes prouvent que même de nos jours, le récif peut toujours piéger les marins. Les hommes reviennent enfin, secourus par le Zodiac envoyé à la rescousse, apparemment sains et saufs. Est-ce que leur pneumatique a eu une panne? Subi des dégâts? En tout cas, l'incident est de mauvais augure. Manifestement, le réservoir s'est fissuré, sans doute à cause de la houle très forte. Il était lourdement chargé, il a tapé. Voilà. Ça, c'est un site compliqué. C'est un site aussi où très vite on peut se retrouver un peu dans les cordes, où chaque incident peut vite dériver à l'accident. Voilà, il faut garder ça à l'esprit, qu'on est là très près de la nature primale dans toute sa brutalité. 25 ans après, on a l'impression que
Quelque part, ce site se dérobe toujours, surtout pour les gens pressés. Dans cette région à risque, et contrairement à la réglementation maritime, le Marion Dufresne reste la nuit tout feu éteint, pour éviter d'être repéré par les pirates. La menace est prise au sérieux par le commandant, mais plus encore par les hommes commandos invisibles chargés de la protection armée du navire. Nous avons donc notre équipe de protection embarquée, protection contre les pirates, et donc le cas particulier de Bassas da India, ça nous en avions parlé avec le chef des commandos, et donc il avait été bien stipulé que si des pirates arrivaient, nous ne pouvions pas fuir en abandonnant nos Zodiacs qui de toute façon n'avaient aucun refuge à terre, puisque l'île est complètement inhabitée et en plus de ça, l'île est submergée. Et c'est le seul cas dans la tournée éparse où nous aurions été obligés d'engager le combat. Le commandant, le chef des commandos et Thierry Périllot doivent prendre une décision lourde de conséquences pour les archéologues. Seule équipe qui doit se rendre au sud du récif. Soit les autoriser à traverser les 12 km du lagon pour chercher la Santiago et courir le risque d'un accrochage avec les pirates, soit annuler le projet, qui pour Michel Lourd est le but ultime de cette tournée dans les îles Éparses. La décision tombe. Le Marion Dufresne est un navire de science, pas de guerre. Personne ne veut risquer la vie des marins et des scientifiques pour explorer une épave, rechercher un trésor. Pour Michel Lourd, le rêve vieux de 25 ans s'écroule. Il faut à tout prix trouver une solution. C'est sûr que si on avait la possibilité d'aller avec un hélico jusqu'aux épaves, pour nous c'est bouclé dans la matinée. Plutôt que de se traverser le lagon, repartir à pied. Sinon, c'est vrai que si tu pouvais déplacer avec l'hélico sur zone... Le problème, c'est qu'il faut pas qu'il y ait d'eau, quoi. À la limite, il n'a pas besoin de beaucoup de portants, enfin d'assiettes. Il faut juste qu'il puisse se positionner et toi tu descends. Mais il faut pas qu'il y ait d'eau. S'il y a de l'eau, ça marche pas. Le pilote d'hélicoptère est d'accord pour nous emmener au sud de l'atoll. Mais il ne pourra s'y poser qu'à condition de trouver un endroit sec, au risque que l'eau salée n'endommage ses turbines. On espère tous qu'on va pouvoir descendre, approcher des vestiges de la nef portugaise, ou de ce qu'il en reste. C'est la première fois qu'un hélicoptère survole l'atoll mystérieux. La première fois que l'on peut découvrir ces vues de l'immense platier de corail et de ce dédale de madrépore. En survolant le récif battu par les vents et les vagues, je tente de repérer et de filmer d'autres épaves. Plus d'une centaine de naufrages, des plus anciens aux plus récents, ont été répertoriés dans les archives. Parmi les plus récentes, celle du Polynikos, un cargo grec perdu en 1968, réduit inexorablement à un tas de ferraille. Je songe au récit des naufragés de la Santiago, jetés en pleine nuit parmi les déferlantes. Abandonnés par le capitaine et ses officiers, ils tentent de s'accrocher au récif, de construire des radeaux de fortune. Certains se battent pour être confessés, d'autres remplissent leurs poches de pièces d'or qui vont les entraîner par le fond. La voracité des requins, puis la faim de leurs propres compagnons feront le reste. Une soixantaine seulement parviendra à survivre au désastre, atteindre les côtes d'Afrique, puis à revenir au Portugal. Le récif va devenir la sépulture de tous les autres, engloutis avec leurs richesses. Avec la beauté incomparable de l'atoll, c'est cette foule de disparus qui fait de Bassas da India le lieu le plus étrange et le plus émouvant. Voici enfin l'endroit auquel nous songeons avec Michel depuis un quart de siècle, le site du naufrage de la Santiago. Aujourd'hui, seul un profond sillon, véritable empreinte du navire, atteste qu'une caraque longue de 50 et large de 15 mètres s'est ici jadis encastrée dans le corail. Impossible de poser l'hélico ici. Alors, secoué par les rafales de vent,
au ras de l'eau, je tente de saisir les images de ce qui reste. 2 ancres et quelques morceaux de canon. Et bien sûr, aucune trace du trésor n'a jamais disparu. C'était le vrai gros échec des débuts de notre carrière professionnelle. En fait, j'avais un vieux problème à régler avec Bassas et le Santiago depuis 25 ans. Le bateau a été archi-pillé, etc. J'avais envie de le voir. Voilà, donc je l'ai vu, c'est réglé. Une fois de plus, Michel Lourd quitte Bassas sans avoir percé ses secrets. Mais avant de clore une fois pour toutes ce dossier, il voudrait connaître le fin mot de l'histoire. Et à défaut de trouver le trésor, trouver ceux qui l'avaient pillé. Alors, dès la fin de la mission, il retourne à Lisbonne, à la recherche de nouvelles pistes. Le musée maritime est le sanctuaire de l'époque où les vaisseaux portugais dominaient une bonne partie des mers connues. Cela fait longtemps que l'archéologue sait que ce musée possède quelques rares vestiges provenant du pillage à Bassas da Índia. Il voudrait comprendre comment ces objets provenant d'une île française ont pu arriver jusqu'ici. L'astrolabe de la Santiago est parmi les objets les plus précieux du musée, considéré comme une relique de ce bateau martyr. C'est avec cet instrument qu'il y a 5 siècles, le pilote Gaspar Gonçalves avait indiqué à son capitaine une position erronée, causant ainsi la mort de 500 personnes. Le patron du Drasme a de nouveau rendez-vous avec son vieil ami Francisco Alves, spécialiste des navires de cette période. Alors, le truc que j'étais en train de me dire en regardant, c'est l'état de conservation. Oui, quand tu connais la localisation de l'épave et les conditions environnementales à Bassas, c'est absolument... c'est fantastique. C'est stupéfiant. Mais ils ont été restaurés, non? Il y a eu des travaux de fait de restauration? Parce qu'il n'y a pas un point de chlorure, il n'y a rien du tout. Non, certainement, il y a eu un nettoyage et conservation qui a été fait. Il y a 2 choses, moi, vraiment, que je voudrais avoir comme information. C'est effectivement les conditions de l'achat, même par curiosité, combien ça a été payé, ça serait intéressant de savoir. Et à qui? À qui ça a été acheté? Ça, j'aimerais bien le savoir aussi. Parce que le directeur du musée, à l'époque, en 86, quand on enquêtait sur le pillage à Bassas, il m'a dit d'abord, en avoir acheté 8, alors qu'ici, j'en vois que 2 de canons. Tu vois, 8 canons. Enfin, il me précise qu'il a acheté Astrolabe Matériel Artillerie, donc 8 canons. Un boulet en plomb et puis manifestement un boulet ramé en métal. Chargés d'histoire et d'émotion, ces objets représentent une valeur inestimable. Provenant des pillages, arrivés ici dans des conditions obscures, ils devraient normalement se trouver dans un musée en France. Mais cela fait 40 ans qu'ils reposent ici, à Lisbonne, à l'endroit même d'où ils étaient partis il y a 5 siècles. Difficile de demander au Portugal de les rendre à la France. Le musée de Lisbonne garde ses secrets. Dès son retour à Marseille, le patron du Drasme cherche d'autres pistes, ressort ses vieux dossiers. Pratiquement tous les témoins et toutes les sources qui voulaient bien nous transférer de l'information sur les pillages de Bassas citaient toujours la même personnalité. Un aventurier ex-légionnaire qui vivait sur une jonque, donc c'était vraiment récurrent. Évidemment, le personnage m'a passionné parce qu'on avait presque l'impression d'être dans les personnages à la Kessel, et en même temps, on se rendait compte du pouvoir de destruction d'un seul homme. Et Michel a trouvé aussi son nom, Ernst Klaar. Mais il est exclu pour un fonctionnaire du ministère de la Culture d'entrer en contact avec un pilleur. En revanche,
rien ne l'interdit au réalisateur que je suis. Alors, je me lance seul à la recherche de ce personnage de roman. De nos jours, on doit forcément trouver quelque part sa trace. Erreur. Le seul Ernst Klar répertorié est un essayiste allemand du début du XXe siècle. Sûrement pas l'homme que je cherche. J'explore alors une autre piste, celle d'un site spécialisé dans les monnaies anciennes qui propose d'authentiques pièces de la Santiago. Fausse piste aussi. Rien ne prouve qu'elles aient été mises en vente par Klar. C'est finalement un vieux fascicule sur le tragique naufrage, édité par le musée de Natal en Afrique du Sud, qui décrit des objets trouvés par Ernst Klar, à qui il exprime même ses remerciements, qui m'a mis sur la bonne voie, et m'a permis de remonter jusqu'à une adresse en Suisse. Mais il fallait encore persuader le chasseur de trésors de me recevoir et de me livrer ses secrets. À quoi peut ressembler l'homme que Michel Lourd cherche depuis 30 ans ? Je m'attendais à un rendez-vous dans un lieu secret, entouré de précautions dignes d'un roman policier, et me suis même équipé d'une caméra cachée. Mais voilà un paisible citoyen suisse qui promène son chien, et qui sans façon m'invite chez lui. Tout le monde rêve. Quand on était petit, on a rêvé de Longchamp Silva, et avec son jambe en bois. Et là, moi j'arrive, Longchamp Silva, je trouve des pièces de l'argent. Ernst Klar voit son passé de pilleur comme un rêve d'enfant sorti tout droit du fameux roman L'île au trésor. Comme son héros, le pirate à la jambe de bois, il a amassé des pièces en or, en argent. Il y en a une dont il ne se sépare jamais. 4 réals. 4 réals. À peu près 15 grammes. Provenance Santiago ? Oui. Et comment avez-vous découvert l'histoire de la Santiago et de son trésor ? Très très bon ce bouquin. Et j'ai trouvé le nom de Santiago qui apparemment s'est écoulé avec beaucoup de trésors. Avec beaucoup de trésors. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, das einzige Mögliche, um das herauszufinden, ob es noch da ist oder nicht da ist hinzufahren. Denn wenn man nicht hinfährt, hat man ja sowieso schon verloren. Man kann nur gewinnen, wenn man Lotto spielt, kann man nur gewinnen, wenn man auch einen Einsatz kauft. Sonst hat man von Anfang an schon verloren. Und dann sind wir hingefahren und haben die Santiago innerhalb von 3 Stunden gefunden. Direkt da, wo wir vermutet haben. Là où on a pensé, on l'a trouvé. Elle était là. Nachdem der Santiago-Geschichte hatte sie 400.000 Silberstücke an Bord. Das war das Gewicht von 12 Tonnen Silber. Wir haben nicht alle gefunden. Ça suffit. Qu'en pense Michel Lourd ? Que peuvent faire les archéologues contre les aventuriers pleins d'audace qui opèrent dans les vastes zones sans surveillance ? Les archéologues ne peuvent pas avoir un mirador sur chaque épave. D'abord, il faudra en connaître la localisation. On n'en a pas les moyens. La meilleure protection, c'est quand chacun pensera que l'épave mérite d'être protégée. Ce jour-là, je pense qu'il sera beaucoup plus compliqué pour les chasseurs d'épaves et les chasseurs de trésors de sillonner la planète et de s'approprier ce que l'UNESCO qualifie de patrimoine de l'humanité et ce que c'est exactement à mon sens. Comme Michel Lourd, je ne me fais pas à l'idée de clore cette histoire sans avoir percé le secret d'Ernst. Comment a-t-il trouvé les pièces de la Santiago ? Comment a-t-il pu récupérer les lourds canons avec sa jonque en bois ? Il faut que je retourne le voir et que je réussisse à vaincre sa méfiance. De nouveau à Bâle, j'explique à Ernst que ce qui est aujourd'hui considéré comme un délit pouvait être, il y a près d'un demi-siècle, vécu comme une aventure. Et que quoi qu'on en pense, son histoire mérite d'être contée. Le vieux brigand des mers m'a reçu en ami. Il m'a parlé de ses voyages et m'a montré des photos jaunies. Puis, tard dans la soirée, il m'a fait découvrir le trésor que je cherchais. De vieilles pellicules qu'il avait tournées avec une caméra pour ses enfants. Et qui font maintenant partie de l'histoire.
Il y décrit comment il est arrivé à Bassas en 1977 comme une famille en vacances. Avec sa femme Ilona et leurs 3 enfants, Alex, Inge et Hans, âgés de 11, 13 et 14 ans. Bassas da India. Heute Samstag. Es ist der 3.5. Es geht uns gut. Wir sind jeden Tag auf dem Riff und bringen immer etwas zurück. Heute waren es ca. 1 Kilo Braun-Bess-Bronze-Mosketoteile sowie eine gute Handvoll von Nägeln und 2,5 runde kleine Kupferschalen. Doch die große Frage ist, wo sind die 400.000 Cruzeros? Hinter dem Riff? Oder schon weg? Oder auf dem Riff? In einem Loch? Es ist wirklich sehr spannend. Heute war ein spezieller guter Tag. 2 bis 3 Kilo Musketenteile, ein Haufen Geschirrscherben und dann fand ich in einem Loch mit dem Muttersuchgerät einige Silbermünzen der Santiago. Wir haben noch ca. 400 Liter Wasser, 10 Kilo Zwiebeln und Kartoffeln, Reis, kurz noch für 4 Wochen zu leben. C'est là que se trouve le secret de sa réussite. À la différence des archéologues pressés, Ernst avait tout son temps. Et puis, il a toujours eu de la chance. Wir hatten Glück und fanden alle 8 Kanonen. Die Kanonen haben wir mit 16 angebundenen Kanistern über das Riff in die Lagune gebracht und auf den Felsen gelegt. Morgen möchten wir die andere holen und übermorgen mit dem Boot zum Felsen fahren, um sie dort an Bord zu nehmen. Saviez-vous que l'île était un territoire français? Et que ce que vous faisiez était illégal? Oui. Oui. Mais es war niemand da, es hat sich niemand um Bassas gekümmert. Bassas für mich war ein Steinhaufen, ein verlorenes Stück Erde, Steinhaufen. Und ich habe ja auch keine Grabschändung gemacht. Ich habe nur aufgelesen, was herumgelegen ist. Et Ernst de me raconter que pour lui, Bassas da India était devenu une sorte de banque. Quand il avait besoin d'argent, il y retournait. Mais sa jonque n'était ni assez grande, ni assez solide pour soulever les plus gros canons qui pesaient plus d'1 tonne. Alors il a loué un grand bateau de pêche et il est revenu. Ich glaube, wir sind Glückskinder. Das Staatsmuseum von Pietermaritzburg in Südafrika kaufte alle 8 Kanonen mit einem Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen. Même aujourd'hui, avec le recul des années, Ernst ne considère pas ses exploits comme condamnables. Pour lui, en tout homme se cache un chasseur de trésors. Qui c'est qui n'a pas un chasseur de trésors? Tout le monde chasse le trésor. Le premier trésor que j'ai chassé, c'était ma femme. Oui. Ce qui est important, c'est d'entreprendre. C'est ça qui compte. Évidemment, quoi, on peut pas être dans ce métier sans connaître le côté obscur, comme on dit, de la force. Et j'ai connu des pilleurs d'épaves, mais même très très bien pour certains. J'en ai rencontré avec qui j'ai pu passer des soirées. Et certains d'entre eux étaient des fanatiques de l'histoire maritime. Et j'ai passé des soirées qui étaient quasiment inoubliables. Mais il n'y a jamais eu d'ambiguïté entre eux et moi. Et certains d'entre eux, je les ai traînés devant un tribunal. Rentré de mission, Michel Lourd troque sa combinaison de plongée contre le costume cravate pour continuer son combat sur d'autres fronts.
dans d'innombrables commissions, des cabinets ministériels et au siège de l'UNESCO à Paris. Près d'1 million d'épaves de toutes époques restent encore à découvrir au fond des mers. Pour protéger ces trésors archéologiques menacés de disparition, l'UNESCO a adopté une convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique qui proscrit le pillage et l'exploitation commerciale du patrimoine englouti.